Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour l'émission Aujourd'hui pour demain. Une émission dédiée au patrimoine, à tout ce qui fait sens dans nos paysages. On découvre que lorsque l'on parle de patrimoine, on est amené à parler rénovation, réhabilitation, aménagement, surface des sites. Et vous allez l'entendre, lorsque l'on parle patrimoine et travaux, c'est un travail de longue haleine. On en parle avec Delphine Lacotte, chef de projet aux espaces publics de la ville de Limoges, et Christophe Maniquet, archéologue à l'INRAP. À Limoges, une première campagne de fouilles lancée en 2005 met à jour, devant le portail nord de la cathédrale de Limoges, sur la place Saint-Étienne, les vestiges d'un baptistère, une des plus anciennes constructions de ce genre dans notre pays. Les datations carbone 14 font remonter à une période antérieure à 440, un édifice donc du premier quart du 5e siècle. Les résultats de ces fouilles conduisent la ville à imaginer une mise en valeur. Et c'est là que débute votre travail, Delphine Lacotte. Par quoi on commence lorsque l'on monte un tel projet patrimonial dans un lieu aussi chargé d'histoire ? Mais tout d'abord, en fait, on consulte les services de la DRAC, donc le service régional d'archéologie, qui est en charge la conservation des vestiges, le service qui comprend le conservateur régional des monuments historiques, qui est en charge ici la conservation des vestiges qui sont classés, parce que le baptistère est classé monument historique, ainsi que l'église Saint-Jean, et nous consultons aussi l'architecte des bâtiments de France, qui a une vision général en termes d'aménagement et urbain. Donc nous réalisons en fait une étude auprès d'eux pour connaître en fait les contraintes pour les prendre en compte dans le futur projet. Quel type de contraintes vous rencontrez ? Alors, les contraintes, en fait, c'est avant tout la conservation des vestiges. Donc, c'est-à-dire que nous avons le droit de réaliser des projets d'aménagement, mais sans endommager les vestiges. Donc, nous sommes obligés, en fait, d'étudier de la mise en œuvre de tous nos projets autour de ces édifices. Et ensuite, en fait, nous avons une double contrainte, en fait. Le service régional d'archéologie qui souhaite effectivement conserver l'ensemble de ces vestiges, mais inversement, en surface, on a l'architecte des bâtiments de France qui a d'autres ambitions en termes d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine dans ce quartier historique. Christophe Maniquet, pour vous, vous effectuez un métier quand même qui fait rêver. Archéologue, les fouilles archéologiques préventives représentent des obligations, elles obéissent à une loi, et lorsqu'il y a travaux impliquant les sous-sols qui renferment des richesses patrimoniales. Alors moi j'ai une première question un peu générale, parce qu'on vous a vu dans pas mal de reportages sur la 7 à Limoges. Est-ce que vous avez enfin trouvé ce fossé médiéval que vous cherchez depuis quelque temps? Non, c'est vrai qu'on est dans un secteur auprès de la cathédrale où il y a eu peu d'interventions archéologiques jusqu'à maintenant, et on a des hypothèses de travail pour l'instant à partir des différents diagnostics ou fouilles du secteur, dont ce fameux fossé médiéval qu'on recherche, fossé du 10e, 11e siècle, qui sera antérieur à l'extension du 13e, matérialisé par les boulevards actuels. Et il nous pose problème, ce fossé, dans la mesure où on le soupçonne à certains endroits, et là où on l'attendait vraiment au niveau de la rue Porte-Panet, on ne le retrouve pas pour l'instant, donc plusieurs questions se posent. L'archéologie n'est pas une science exacte, et puis on avance petit à petit en fonction des différents chantiers. Pour l'instant, soit il s'interrompt au niveau de la rue Porte-Panet, soit il n'existe pas à l'endroit présumé. Alors on va le voir, votre travail, Delphine, rythmé par les visites de chantier avec l'ensemble des acteurs, dont les maîtres d'œuvre. Et c'est le cas ce jour-là, au pied de la cathédrale. Ce chantier, on peut dire qu'il est exceptionnel à plusieurs titres, parce qu'en fait, il a été fouillé, les vestiges qui sont là ont été fouillés en plusieurs fois par différents opérateurs archéologiques depuis 2006, où les premiers coups de pelle ont eu lieu. Et donc du coup, il y a différentes visions par différents archéologues. Et donc du coup, nous on reçoit les rapports, évidemment au service régional d'archéologie, donc on se fait une idée globale du site. Quand est arrivé le projet de valorisation de ces vestiges-là, nous on a été très contents, parce qu'une ville qui met en valeur comme ça des vestiges archéologiques, qui plus est pour le baptistère, qui est un bâtiment qu'on ne trouve pas tous les jours en France évidemment, et la ville a eu quand même cette volonté d'aller jusqu'au bout, de proposer en tout cas ce projet de valorisation, et donc du coup de partager en fait le plan du baptistère, parce qu'en réalité on ne va pas revoir les vrais murs du baptistère, parce qu'ils sont vraiment en mauvais état, mais en fait le public va découvrir ce plan qui est particulier, qui est en étoile en fait, donc un des premiers édifices paléochrétiens de la ville.
On a travaillé en équipe en effet pour dessiner la valorisation de ce secteur avec justement le baptistère en point d'orgue, qui est cette forme géométrique assez belle et assez singulière. Donc on est assez ému en effet de le voir ressurgir à l'air libre. Le choix du béton, alors c'est un choix qui est assumé de contraste, de propos aussi clairs sur ce qu'est la valorisation et ce que sont les vestiges anciens, puisque dans ce projet global, on a aussi une voie antique en pierre qui est valorisée. Donc l'idée était d'assumer un matériau contemporain et très net, sans ambiguïté sur son passé. La pierre aurait pu impliquer une ambiguïté sur le fait qu'elle était là avant, ou en tout cas que ce soit cette pierre plutôt qu'une autre. Donc le béton, au moins, un propos clair. On sait toutes et tous qu'a priori il n'y avait pas de béton sur l'époque du baptistère, en tout cas pas sous cette forme, et donc on a une valorisation très qualitative, donc c'est des bétons bien sûr qui font l'objet de choix esthétiques, de teintes, de sablage pour trouver un grain particulier. Et une cohérence aussi, une harmonie avec l'ensemble, bien sûr. Il est prévu de réaménager derrière la cathédrale, donc le haut de la rue Porte-Panet, ce qu'on appelle le chevet de la cathédrale, sur un espace en fait qui aujourd'hui est très minéral, qui est en fin de compte un parking, où on va retrouver de la végétation, quelque chose de plus apaisé, comme l'ensemble du quartier, donc qui a une dimension historique, patrimoniale. Ça, c'était une discussion de longue haleine entre nous, les services de l'État, puisqu'on a des monuments, des murs qui sont classés monuments historiques, on a des vestiges archéologiques qui ne sont pas classés. Quoi garder, qu'est-ce qu'on met en valeur, est-ce qu'on met plus la voie en valeur, est-ce qu'on détruit les murs postérieurs médiévaux qui viennent dessus, etc. Donc il a fallu qu'on fasse des compromis aussi. Et en fait, ces compromis-là sont renseignés par les archéologues là, qui sont en train de détruire eux-mêmes finalement ces vestiges postérieurs médiévaux, mais qui sont en train de les comprendre un peu plus que ce qui avait été compris en 2008. Donc maintenant, on a des nouvelles technologies qui permettent de les scanner en 3 dimensions, ce qui n'existait pas en 2008, en fait, ce qui s'appelle la photogrammétrie. Et donc, en fait, on garde une trace, vraiment un vrai témoignage de ces structures-là qui sont définitivement détruites. Mais on aura quand même ce modèle en 3 dimensions sur lequel on pourra revenir travailler, sur lequel on pourra d'ailleurs partager, valoriser sur Internet. Delphine Lacotte, la ville de Limoges possède la maîtrise d'ouvrage. Vous avez confié donc à l'atelier du Sillon la maîtrise d'œuvre. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix d'une mise en valeur qui est quand même assez multiple ? Eh bien, le but, en fait, c'était de montrer comment la ville, au fil du temps, s'est développée. Parce qu'on le voit ici, on a énormément de périodes. On a donc l'époque antique, donc avec la voie antique. On a ensuite le baptistère tardo-antique, l'église Saint-Jean et la cathédrale qui est venue s'ajouter sur ces différentes strates. Donc le but était de montrer l'ensemble de ces strates. Un choix très moderne quand même. Oui, effectivement, parce qu'en fait, nous avons prévu dans le réaménagement, la mise en valeur du baptistère, de choisir plutôt un matériau très contemporain pour casser un petit peu les codes et donc avoir en surface l'ensemble de cette forme hexagonale que représentait le baptistère. Un choix contemporain, mais qui privilégie des lettres à l'ancienne et avec le travail d'Adrien Aymar, merci. Et surtout le travail d'une émailleuse, Lise Ratoni. Oui, exactement. On a tout un travail de typographie pour retrouver ce côté un petit peu historique et artistique, donc qui fait l'œuvre en fait d'une commande publique artistique dont nous avons en fin de compte mis en œuvre ce projet et que nous avons du coup défendu auprès du ministère de la Culture récemment. Christophe Maniquet, l'archéologie sur Limoges peut réserver encore des surprises pour notre patrimoine. Ah, bien sûr, à chaque opération, à chaque intervention archéologique, on découvre des choses qui sont complètement inattendues, inconnues. On connaît les bases, on commence à bien connaître l'évolution de la ville de Limoges depuis l'Antiquité, effectivement. Mais à chaque intervention, on a des nouveautés, des nouvelles interprétations qui apparaissent. Et en fait, on se rend compte que c'est très complexe. On se base beaucoup sur les textes historiques, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup
beaucoup de choses que seule l'archéologie peut révéler, quoi. On a envie de vous demander quel trésor, quelle chose assez extraordinaire vous avez trouvé sur notre patrimoine à Limoges. Alors à Limoges, je dirais dernièrement, ce sont plutôt des fossés, là encore des fossés défensifs sur la place Fournier à Limoges, fossés qui étaient inconnus jusque-là et qui doivent remonter peut-être au 8e siècle de notre ère. On pensait que ce qu'on appelle le château, le pôle urbain du château ne se mettait en place qu'à partir du 10e siècle. On s'aperçoit que l'abbaye Saint-Martial est un pôle très important et qu'elle s'entoure visiblement déjà de fossés assez impressionnants dès le 8e siècle. Et pour vous, Delphine Lacotte, quel est le projet qui vous motive le plus? C'est vrai que ce projet autour de la cathédrale est quand même un projet de longue haleine, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce projet? Ce qui m'a marqué le plus dans ce projet, en fait, déjà la découverte de la voie antique qui est assez imposante et qu'on trouve nulle part ailleurs. En fin de compte, dans le centre-ville, on a très peu de mise en valeur donc de vestiges antiques. Donc ça va être un peu une première sur ce projet. Donc c'est vraiment ça le plus important, je pense. On peut maintenir cette voie antique à l'air libre? Oui, alors il y a eu de gros débats en fait avec la DRAC pour sa conservation, mais nous souhaitons effectivement la mettre en valeur pour montrer en fait cet héritage de la ville. Ouais, elle est un peu désarticulée puisqu'il y a des morceaux qui ont été pris pour d'autres bâtiments. Exactement. Mais l'aménagement, on a prévu un aménagement en fait avec du végétal qui permettra d'accompagner cette voie en fait. Quel type de végétaux sont prévus? Donc c'est plutôt des plantations plutôt rases pour éviter de trop empiéter sur cette voie antique. Avec plutôt des végétaux pareils qui ont une époque un petit peu antique. Après, je pourrais pas vous dire exactement les noms parce que c'est assez scientifique et voilà, je laisse au maître d'œuvre ce choix-là. Ce sera la surprise. Eh bien, merci à vous deux d'avoir participé à ce patrimoine, de participer au quotidien à ce patrimoine et d'être venus nous expliquer un peu votre travail. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui pour demain s'achève. On se retrouve bientôt avec de nouveaux acteurs du patrimoine. À bientôt.